Un sourire magnifique, mes amis, je vous présente Emma Karenini et j'ai décidé d'élever le niveau du courrier en interviewant une vraie intellectuelle. Elle est philosophe. Bonjour. En plus, elle a un sourire extraordinaire. Elle a écrit des livres un livre notamment tout à fait intéressant sur le soleil. Mais en fait, je ne l'ai pas, lui ai pas demandé de passer pour nous parler du soleil, même si c'est un sujet passionnant. Je lui ai demandé de passer pour nous parler de l'intelligence artificielle parce qu'elle a commis dans une revue de prestige, de gens très intelligents qui s'appelle Philosophie Magazine, une tribune sur l'intelligence artificielle. Et comme nous sommes en plein sommet sur l'intelligence artificielle, je voulais qu'elle nous en parlât. Oui, c'est un sujet d'actualité. Bon, merci déjà d'être là, Emma. Mais merci à vous pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir en discuter. Qu'est-ce que vous avez écrit dans cette tribune ? Alors, c'était une interrogation très philosophique et un peu technique, mais qui partait d'un papier d'universitaires anglais, américains, de grandes universités sur l'IA et sur la possibilité ou non de conférer un statut moral à l'IA. Alors ça nous paraît un peu une interrogation loufoque et très étrange. Pourquoi ? Mais en fait, pourquoi c'est loufoque ? En fait, tout part d'une interrogation un peu traditionnelle dans l'histoire de la philo, qui est est-ce qu'on peut accorder de la conscience, une conscience, à l'intelligence artificielle ? Et donc voilà, le papier s'interroge sur mon papier s'interroge sur la pertinence de cette interrogation. Et bon, c'est des considérations très techniques. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que aujourd'hui, les philosophes se trompent. Aujourd'hui, les philosophes contemporains soit ne s'intéressent pas assez à cet enjeu de l'IA qui est pour moi révolutionnaire, soit se trompent sur le questionnement qu'ils ont sur l'IA. Souvent c'est un raisonnement et un discours qui est aveuglé par la peur, parce que c'est une nouvelle innovation, enfin c'est une innovation, c'est quelque chose qui est inconnu, et donc évidemment ça génère des peurs, mais je considère que voilà, on se trompe sur les interrogations à philosophie. Pour moi, il ne s'agit pas de se demander est-ce que l'intelligence artificielle a une conscience, est-ce qu'il faut lui donner un statut moral. Voilà, pour moi, la question aujourd'hui, c'est plutôt celle qui porte sur le langage, avec l'avènement des LLM, donc les Large Language Models, des l'IA conversationnelle, qui pour moi est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que pour la première fois, l'IA n'est plus confiné au laboratoire, c'est plus confiné à purement des sphères de travail professionnelles, techniques, avec des ingénieurs. Non, non, là l'IA, elle rentre dans les maisons et elle rentre sur nos portables, elle vient dans la vie des gens. Et pour moi, la question, c'est à la fois ce que représente cette révolution des IA conversationnelles pour le langage, et on pourra développer si vous voulez, et ce que représente cette révolution d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens. Donc voilà, je m'étonne qu'aujourd'hui les philosophes ne s'intéressent pas davantage à ces questions-là, parce que c'est une innovation technologique qui va, je pense, bouleverser les existences. Alors si vous pouvez nous faire un état de l'art, si j'ose dire, puisque vous nous parlez de philosophes qui n'en parlent pas. Bon, je suis à moitié étonné, parce que je pense qu'ils vivent un peu dans leur bulle parfois. D'autres en parlent, et vous dites, mais qui sont aujourd'hui les philosophes qui parlent de l'intelligence artificielle, et en quoi, selon vous, se trompent-ils de questionnement? Alors, on a un frémissement, mais je trouve qu'il a été très lent dans l'édition, avec des philosophes très médiatiques comme Luc Ferry, qui est un des rares. C'est une blague. Il est de formation philosophe. Il est très... il y a longtemps. Oui, puis il a agrégé de philosophie, il a traduit la critique de la raison pratique de Kant. Enfin, il a une formation et il a fait des cours vraiment très intéressants. Moi, je le considère comme philosophe. Vous avez vu comme elle est soucieuse de ne pas se fâcher avec Luc Ferry. Mais voilà, donc on a un frémissement dans l'édition qui, je pense, a été un peu tardif.
mais qui est... ils sont trop rares, en fait, les philosophes qui s'y intéressent. Il y a Luc Ferry, il y a Raphaël Enthoven aussi qui a... c'est un philosophe livre, aussi. Voilà. Et on a aussi un livre, sur l'intelligence artificielle publié chez Tel Gallimard, d'un universitaire cette fois, dont je me souviens plus le nom, Daniel Handler, voilà, Daniel Handler, qui a commis et qui fait vraiment partie des rares du milieu universitaire à avoir produit un ouvrage conséquent sur plusieurs années, parce que lui s'y intéresse depuis longtemps, sur l'intelligence artificielle. En quoi ces gens-là se trompent? Mais moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a de rares philosophes qui s'y intéressent, donc eux, ils ont un discours intéressant, ils s'intéressent. Alors j'ai pas lu Luc Ferry j'ai pas lu toutes leurs publications, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours ambiant des articles qui sont publiés par les philosophes qui n'ont pas forcément écrit de livres là-dessus et qui sont vraiment uniquement concentrés par la peur, sur la peur. C'est la peur, la panique, et comment est-ce qu'on va faire pour réguler ça, d'un point de vue éthique, etc. Je trouve que le discours est monopolisé par les passions tristes, en fait. Voilà. On a peur de l'innovation. Et l'inconnu fait écran sur toute la réflexion qu'on pourrait avoir sur cette nouvelle innovation technologique. Bon, en même temps, on y reviendra, c'est assez naturel que les humains, surtout s'ils ont un certain nombre d'habitudes, vous avez cité Raphaël Enthoven, Luc Ferry, ne sont pas des gens qui sont en contact du progrès technologique tous les jours. Oui. C'est assez naturel qu'ils aient peur de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est humain. Je suis assez d'accord. Je pense que vous soulignez un point intéressant, c'est-à-dire que c'est une innovation technologique qui nécessite un certain investissement cognitif, c'est-à-dire il faut comprendre comment ça marche. Moi j'ai mis du temps à comprendre comment marche la génération de langage dans les IA conversationnelles. C'est un peu... il y a un coût d'entrée qui... désagréable. Voilà, qui est assez désagréable parce que c'est très technique et, disons-le clairement, c'est pas quelque chose qui est courant. On n'a pas forcément envie de se rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Alors, je vais vous taquiner amicalement. Il y a aussi, dans les gens que vous citez, un petit réflexe... j'allais dire honnête homme du XVIIIe siècle, pour ne pas dire bourgeois parisien dépassé par le progrès. Et il y a quand même à côté l'IA, pour le comprendre, ce que vous dites, c'est les arts mécaniques, c'est un bidule de geek. Et quand même dans les beaux quartiers parisiens, on regarde ça avec... les geeks, c'est ceux qui habitent en banlieue, c'est pas ceux qui habitent... Ça peut vite paraître comme le gadget qu'on va montrer dans les dîners. On va poser une question en direct, ChatGPT à l'oral, il va nous répondre, on va rigoler. Enfin, je suis d'accord. On n'a pas envie de savoir comment ça marche. Ouais, voilà, c'est un peu la boîte noire. C'est un peu la boîte noire. Mais quand on rentre dedans, véritablement, moi je trouve que d'un point de vue philosophique, sur notamment la philosophie du langage, c'est passionnant. Parce qu'on a, pour le dire rapidement, l'IA conversationnelle, celle que vous avez sur votre téléphone, le chat GPT, en fait, ne fonctionne pas du tout comme votre cerveau. Et pourtant, il produit un raisonnement tout à fait cohérent, il résout des problèmes et il produit de l'intelligence. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il arrive à produire de l'intelligence, à produire un discours intelligent, alors même qu'on n'est pas du tout sur une intelligence humaine mimétique. Techniquement, en gros, c'est un modèle statistique qui va calculer la probabilité du mot suivant. Donc, si je vous dis, je sais pas moi, Christophe Colomb a découvert, et je lui dis, donne-moi la suite, il va dire l'Amérique, etc. Il va calculer la probabilité la plus forte du mot suivant. Mais ça, nous, on ne marche pas du tout comme ça. Oui. Alors, parce qu'en fait, techniquement, c'est intéressant ce que vous dites, si on peut s'apesantir un peu sur la technique. Donc, on a vu par exemple que DeepSeek, l'outil chinois miraculeux, pour répondre à une question, il effectue donc, ce qu'on appelle un token, en fait. Voilà, il effectue 34 milliards d'opérations en quelques secondes. Oui. Et en fait, c'est des opérations statistiques, comme vous le dites, voilà. C'est-à-dire qu'on récupère le langage et on transforme le langage en statistiques, c'est ça? C'est ça, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a un ensemble de données
Et ensuite, il va juste calculer la probabilité du mot suivant. Et ça va marcher comme ça. Il va produire un texte de plusieurs lignes, de plusieurs pages, parfois. Quand vous avez, avec talent, d'ailleurs. Avec talent. Enfin, des choses quand même incroyables. Et moi, quand je vous parle, je pense pas du tout à la probabilité du mot suivant. Moi, j'ai des structures. Enfin, on ne sait pas exactement comment ça marche. Mais j'ai plutôt des structures syntaxiques, grammaticales. Je vais avoir une idée avant de ce que je vais dire. Et ensuite, je vais essayer de l'élaborer dans le langage. Mais on n'est pas du tout sur un modèle diachronique, enfin dans le temps, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est, voilà, qu'est-ce que ça change dans... Est-ce que vous acceptez que je vous taquine? Allez-y. Amicalement. Bien sûr. Vous dites que nous, on n'est pas programmés, entre guillemets, comme ça. Bah, simplement, il y a un livre qui est la synthèse de recherche, un livre que je cite souvent, qui est La théorie du nudge, qui a été écrit par un prix Nobel d'économie qui s'appelle M. Thaler et un juriste en droit public qui s'appelle M. Sunstein, bien connu puisque il a été le conseiller censorship, comme on dit en anglais, conseiller regulation, donc conseiller censure des réseaux sociaux de Barack Obama. Son épouse, qui s'appelle évidemment Samantha Powers, a été nommée par Joe Biden en 2021 à la tête de l'USAID et elle y a développé un certain nombre de programmes de censure et de formation. C'est le dada du courrier. Thaler et Sunstein écrivent dans le Nudge. Effectivement, il y a ceux que vous citez, que vous êtes, vous, Emma, c'est-à-dire une écone, ils appellent ça une écone, c'est-à-dire une personne rationnelle. Et puis il dit, mais 90% des gens, 95%, et même les écones, à un moment donné, ils sont fatigués et ils se laissent aller à des procédures automatiques. Oui, alors vous avez raison, je pense que, moi je compare à ce qu'est l'idéal de la raison humaine. Vous avez raison, en fait, la plupart du temps, 90% du temps, on marche par automatisme, par préjugé, par raisonnement tout fait, et je suis assez d'accord sur le fait que... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en miroir, ça nous interroge aussi sur comment nous, on réfléchit, parce que on est loin d'être arrivé à une définition satisfaisante, ou en tout cas définitive, de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que l'intelligence humaine? Comment ça marche vraiment? Le cerveau, c'est aussi une boîte noire de ce point de vue, même scientifique. Donc ça nous interroge aussi en miroir sur comment est-ce que nous, on réfléchit. Moi, ce qui m'intéresse sur l'IA conversationnelle, c'est... vous voyez, en fait, dans la tradition philosophique, par exemple, vous avez un Descartes. Descartes se demande la différence se pose la question, la différence entre la machine et l'homme. Donc dans le traité des passions. Oui, c'est ça. Et dans des lettres, notamment à Newcastle. Et il se demande, quelle est la différence entre l'homme et la machine? Parce que la machine peut aussi produire des formes de raisonnement. Mais en fait, il va nous dire, mais elle est incapable de produire quelque chose de créatif, parce qu'en fait, elle ne va circuler que dans un ensemble de données fixes, et elle ne va jamais essayer de créer, etc. Et il fait la comparaison avec le perroquet. C'est comme un perroquet pour lui. Sauf que aujourd'hui, avec l'IA conversationnelle, on a dépassé ce stade en fait. Pareil, on a créé des super perroquets. Oui, mais je pense que Descartes aurait été très impressionné de voir ça. Parce qu'on n'est pas du tout sur le modèle du perroquet. On a effectivement une IA qui va produire un raisonnement à partir d'un ensemble de données, mais le résultat reste un peu imprévisible. Je trouve que sur la réponse, on peut l'orienter, etc., mais on ne sait pas exactement ce qu'il va nous répondre. Aujourd'hui Non, aujourd'hui, voilà. Pareil, dans la tradition philosophique, on a fait tout un... C'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé du fait que maintenant c'est terminé. Vous savez, le test de Turing. Le test de Turing, donc, qui est fondé sur l'expérience de la machine de Turing. Le test de Turing, c'est... en gros, si une machine arrive à avoir une conversation de sorte qu'on ne réalise pas que c'est une machine, alors on peut dire qu'elle est intelligente. Aujourd'hui, on y est quoi. Aujourd'hui, vous avez des bots, des gens qui se font avoir par des bots parce qu'ils croient qu'ils ont des conversations avec un homme, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Et la conversation aujourd'hui produite par l'IA, elle fait illusion. Elle peut faire illusion, et je pense que ça ne fait que progresser. Aujourd'hui, parfois, on voit
Notamment, enfin, sur les bots par exemple, ça va être, vous allez remarquer qu'il fait que vous poser des questions, on parle pas de lui, c'est très bien écrit, ou c'est un peu trop soutenu. On se dit, ah, c'est bizarre. Mais on est un peu dans la vallée de l'étrange, on se dit, mais est-ce que c'est un humain ou pas? Puis après, on le voit tout de suite. Mais je pense qu'on va progresser. On ne le voit pas forcément. Non, on le voit pas forcément. Parce que, ouais, je vous fais une révélation. Moi, je pense que de temps en temps, mais je ne suis pas le seul, dans la presse, je reçois des articles écrits par l'IA ou des mails écrits par l'IA et ils sont super bien faits. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi j'aime bien, par exemple, je reçois des candidatures pour travailler au courrier. Les candidatures sont écrites par l'IA. Et donc, j'aime bien rencontrer les candidats ou les candidates après, en disant, mais c'est quand même bizarre, c'est pas le même niveau de soutien, comme vous dites, que ce que j'ai reçu dans la lettre. Donc là, on voit, bon, on peut quand même se poser la question parfois, et il peut y avoir des doutes. Oui, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la pensée humaine n'est pas la même chose? Arrêtez, là aussi, je vais vous taquiner amicalement. Oui. Les gens qui, par exemple, ont travaillé dans l'assurance, comme moi, savent qu'il y a une science qui s'appelle l'actuariat, qui est fondée sur ce qu'on appelle la stochastique, c'est-à-dire une des séries statistiques, et c'est une somme de séries statistiques. En réalité, le langage, l'intelligence artificielle, c'est un super développement, évidemment très disruptif, mais d'une vieille technique actuarielle qui a été inventée par Blaise Pascal au XVIIe siècle, mais évidemment très largement perfectionnée. Mais donc, qu'est-ce qui fait que la pensée humaine, l'humanité, n'est pas une somme statistique? Alors, vous savez que c'est une interrogation de la philosophie de savoir qu'est-ce que la pensée. Vous avez par exemple des dialogues de Platon sur que signifie penser. Et en général, enfin, il me semble, mais il y a beaucoup de définitions qui sont données. Moi, je suis plutôt sur une définition, enfin, je trouve que la définition dialogique de la pensée est intéressante. C'est-à-dire que quand vous pensez dans votre tête, en fait, vous faites par essai et erreur, vous essayez des choses, et en fait, vous êtes en dialogue avec vous-même d'une certaine manière. La pensée humaine, pour moi, le raisonnement interne, c'est, vous voyez, vous essayez quelque chose, maintenant ça va pas, enfin, et on se pose des questions à soi-même, c'est quelque chose de dialogique. En tout cas, c'est ce que très bien montré Platon ou d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les concepteurs de l'IA aujourd'hui, en fait, ont réalisé que ça marchait mieux d'aligner l'IA sur un modèle de raisonnement plus humain, plus mimétique de l'humain, comme ça, de dialogue interne, que le raisonnement statistique dont on parlait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les reasoning systems, c'est des systèmes de raisonnement, des IA qui sont en fait conçus pour raisonner comme l'humain, c'est-à-dire se poser des questions à elle-même, elle teste des choses et en fait on la voit raisonner en direct. Et c'est hyper intéressant parce qu'on n'est plus du tout sur les modèles qui sont pré-entraînés et qu'ensuite on produise comme ça à partir d'un pré-entraînement. Là, c'est des IA qui réfléchissent en direct. Et on se dit, et on voit que plus on les fait réfléchir sur une question, on leur dit, voilà, tu réfléchis pendant 1 heure sur cette question, plus la réponse va être satisfaisante. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, je ne sais pas si ça confirme le fait que le raisonnement humain, c'est ça, c'est ce dialogue interne où on se pose des questions à soi-même, on se fait des réfutations, etc. Ou autre chose, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas de voir cette idée de la pensée comme autoréfutation, qui était très bien montré par Platon. Il parlait de l'elenchus, c'est on pose, vous voyez, si je vous demande qu'est-ce que l'amour, vous allez dire ah bah c'est peut-être ça, ah bah non, en fait ça marche pas ça, vous faites une réfutation, après vous proposez une autre thèse, vous faites une réfutation, etc. Et c'est comme ça que ça marche le raisonnement. Et on fait exactement ça avec l'IA aujourd'hui. Ce qu'on appelle la dialectique. Ouais, c'est la dialectique, exactement. C'est la dialectique. En tout cas, merci Emma, vous allez faire sourire tous les rédacteurs du courrier, puisque régulièrement je les fais chier, tout le monde sait que je suis chiant, je les fais chier en disant mais lisez bon sang l'avant-propos à la généalogie de la morale de Nietzsche, c'est passionnant, oui. Dont le dernier paragraphe dit l'art de la pensée est un art de la rumination. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire l'art de la lenteur, de la digestion. On y revient, bien sûr. On regoute, on remâche. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que, en tout cas, c'est...
Ça dit bien, je trouve, en tout cas, ce que je pense être la pensée. C'est une rumination, une digestion, on revient dessus, quoi. Est-ce que vous pensez qu'une machine peut se mettre à ruminer un jour? Ça dépend ce qu'on entend par ruminer. Mais parce que je pense que Nietzsche, quand il parle de la rumination, il parle aussi d'un travail existentiel. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez être amené à revenir sur des questions. Je sais pas, par exemple la question de la mort, la question, je sais pas, plusieurs fois dans votre vie. Et en fonction du moment où vous êtes, des circonstances où vous êtes, cette question va revenir d'une autre manière. En fait, vous allez la ruminer différemment. Donc, de ce point de vue, une machine ne rumine pas. Elle ne pense pas de cette manière-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et je pense que c'est ça qui doit aussi nous rassurer, c'est que l'IA ne pense jamais d'elle-même. Elle n'a pas d'intention ni de curiosité, elle n'a pas d'idée, elle n'a pas de goût. Donc, elle ne pense que sur volonté d'un homme qui va lui demander... je sais pas moi, fais-moi une lettre de candidature pour le courrier des stratèges. Mais est-ce qu'un jour elle peut se doter de cette liberté de penser? C'est toute la problématique de la super-intelligence artificielle sur laquelle beaucoup de chercheurs de laboratoires américains tablent aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir générer une intelligence, une super-intelligence, c'est-à-dire une intelligence qui soit capable de faire ce que l'homme fait, mais bien mieux, et de faire bien plus, quoi. Ils y arriveront. Possible. Mais enfin, tout l'enjeu aujourd'hui dans la recherche, c'est justement de construire une intelligence générale. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez avoir une intelligence, enfin, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont localisés sur certaines tâches. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir une intelligence générale, c'est-à-dire qui peut répondre aussi bien à une question de plomberie et vous donner le processus pour, je sais pas moi, changer votre évier, que vous faire une dissertation sur qu'est-ce que la mort, quoi. Enfin, voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais moi j'utilise les deux, ChatGPT et DeepSeek. Alors moi je l'utilise aussi pour voir, pour me challenger, pour sûr. voir. Alors ce que je peux vous dire, c'est que DeepSeek est bien meilleur que moi. Mais je vérifie quand même les conneries qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de conneries dans ce qui sort. Et en fait, je trouve que la question est intéressante parce que, ça nous renvoie à l'idée que de toute façon la machine sera meilleure que nous. Bien sûr. Et qu'au fond, moi je m'en délecte. Je vais faire un peu de provocation. Mais parce que je vois autour de moi, vous savez qu'il y a 65% de la population a une structure psychique de névrosés. Et les névrosés sont obsédés par l'imperfection. Et moi, j'ai le malheur de ne pas être névrosé. Et je suis obsédé par l'imperfection. Moi, je suis très heureux d'être imparfait. Et je vois plein de gens qui découvrent que leur fondement de leur vie, c'était d'avoir 20 sur 20 au bac, faire la meilleure dissertation. Et ils se disent, mais la machine va être meilleure que moi, je ne pourrai jamais la battre et ma vie s'écroule. Est-ce qu'au fond, l'IA n'est pas en train de nous renvoyer à l'idée que ce qui caractérise l'humanité, ce qui en fait le sel, c'est l'imperfection, le défaut et même l'erreur? C'est très intéressant, c'est que effectivement aujourd'hui on est en train de se rendre compte que sur la performance, on va être remplacé. Parce que l'IA est capable de faire des tâches, notamment les tâches cognitives, ce qui nous a beaucoup surpris au début. Enfin, historiquement, on s'est toujours dit mais jamais elle pourra, je sais pas moi, faire un argument juridique ou enfin, d'autres tâches intellectuelles comme ça. Aujourd'hui, on y est, et donc effectivement, ça nous renvoie à nous-mêmes, à nos capacités, à notre formation et à notre utilité dans la société. Il y a plein de métiers qui vont se retrouver remis en question, clairement. Larry Summers, je ne sais pas si vous voyez, l'ancien ministre de l'économie et aussi économiste des États-Unis, dit que la majorité des tâches, notamment intellectuelles, va être remplacée, hein, clairement. En fait, vous savez, il
il y a une anecdote qui est souvent avancée, justement un peu catastrophiste, qui est assez marrante, qui est de l'économiste Leontiev, qui raconte comment il se concentre sur la population de chevaux, en disant que la population de chevaux a été multipliée, je crois, par 6 entre la fin du 19e siècle, entre 1840 et 1900, parce qu'on en avait besoin. Et qu'à partir de l'invention de la machine, en fait, la population de chevaux s'est complètement effondrée. Et en 1960, je crois qu'on avait la population de cheval qui avait été réduite de 80%. Enfin, c'était monstrueux. Et du coup, il y a plein de gens qui disent, de manière analogique, si l'IA, si cette innovation technologique peut provoquer la disparition de quelque chose, d'une espèce, est-ce que c'est pas ce qui va nous arriver? Bon, j'ai envie de répondre, les chevaux c'est dans une économie d'humains, on n'est pas des chevaux dans une économie d'humains, on est des humains dans une économie d'humains. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous pouvez adopter 2 postures. Soit vous êtes technophile, soit vous êtes dans l'esprit ludite. C'est-à-dire, l'esprit ludite, c'est, il voit l'innovation, typiquement, historiquement, les métiers à tisser mécaniques, et vous vous dites, non, l'objectif c'est de préserver les emplois, préserver le statu quo, au détriment de la croissance. Ça c'est l'esprit ludite. Après vous avez l'esprit plutôt technophile qui dit, non, peu importe les emplois actuels, on va privilégier l'innovation technologique, on va privilégier l'inconnu au connu. J'ai envie de dire, historiquement, il n'y a pas beaucoup de vérité absolue historique, mais il me semble que là, c'en est une. Les ludites ont toujours eu tort. Si on avait écouté l'esprit ludite, c'est-à-dire on préserve le statu quo, on préserve les emplois au profit de l'innovation, au détriment de l'innovation, je veux dire, on serait encore aux laboureurs et pas aux machines, aux tracteurs, et il y aurait encore de lavandières et pas des machines à laver. Et aujourd'hui, sur le moment, l'esprit ludite, c'est l'esprit de la panique, parce que c'est le moment à court terme où on se dit il va y avoir des emplois qui disparaîtront, et l'IA va faire disparaître des emplois, c'est sûr. On voit avec la traduction, etc. Mais à long terme, a posteriori, qui peut déplorer le fait qu'il n'y a plus de lavandière qui lave les habits toute l'après-midi? Je veux dire, on a libéré du temps par l'innovation technologique. Donc, la crainte qu'il y a aujourd'hui sur le remplacement des emplois, elle est intéressante parce que elle nous renvoie, comme vous dites, à nous-mêmes, à notre performance. Et la question, c'est plus tellement est-ce que l'IA va être aussi performante que nous, parce que c'est sûr, sur plein d'emplois. La question, c'est plutôt quels emplois vont être créés, quels emplois on garde. Moi, il me semble que, en tout cas, les chiffres du chômage ne le montrent pas, que la disponibilité d'emplois ne change jamais, en fait. Le nombre d'emplois ne change pas, c'est juste qu'il va y avoir des emplois qui vont disparaître. Quand vous avez inventé l'eau courante, les porteurs d'eau ont disparu. Bon, voilà, sur le moment, oui, c'est sûr que les porteurs d'eau ont perdu leur emploi, quoi. Mais à long terme, d'un point de vue global, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue de l'humanité, c'est pas si mal, quoi. Voilà. Ensuite, je pense que sur la perfection et sur... en fait, je pense que ça pose la question de la valeur qu'on va accorder au travail et aux tâches qui va nous rester. Je pensais à ça, notamment sur... il va rester des emplois qu'on va valoriser simplement parce que c'est des humains qui le font, en fait. Et ça restera, je pense. Je veux dire, aujourd'hui, l'IA peut produire des mémoires d'avocats. Il paraît, oui. Ouais, et je pense que... Enfin, j'en sais rien, hein, mais à mon avis, les avocats peuvent s'aider de ça. Mais les juges aussi. Les juges aussi. Mais est-ce que ça veut dire que la société va supprimer les juges ou les avocats? Non. Parce qu'en fait, on a besoin en tant que... En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail
c'est pas qu'une performance de quelqu'un, c'est aussi un statut accordé à quelqu'un et une confiance accordée à quelqu'un. Je veux dire, on pourrait se débarrasser des juges, on pourrait se débarrasser des avocats. Pareil, je prends un exemple. Imaginons que j'ai un traitement très lourd, traitement médical très lourd, et que j'ai besoin d'une ordonnance tous les mois. Vous allez voir votre médecin pour avoir cette ordonnance. Vous y allez, tout va bien, est-ce que ça marche toujours? Ok, les enfants vont bien, hop, il vous donne l'ordonnance. Je veux dire, l'ordonnance, l'IA, elle peut très bien la faire. Pareil, vous allez chez le pharmacien, il va vous donner le médicament. Il n'y a pas vraiment besoin, enfin, rationnellement, il n'y a pas besoin de ces personnes-là. Il n'y a pas besoin d'autant de personnes. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on les garde? Parce qu'on a besoin de statuts, enfin de personnes avec des statuts, des formations à qui on donne notre confiance. Et ça, je pense que c'est irréductible. Voilà. Alors on ajoutera, je veux aussi vous taquiner amicalement, que en fait, puisque vous parlez par exemple de la médecine, mais médecine et justice sont liés au même sujet. Par exemple, s'il y a une erreur médicale commise par l'IA, personne ne pourra se retourner contre la responsabilité de l'IA. On se retournera vers l'inventeur de l'IA qui sera un humain. Exactement. Et en fait, ce qui fait la différence entre la machine et nous, c'est la responsabilité. Voilà, et pour revenir sur l'imperfection, il y a un très bon exemple de ce que vous dites, c'est, vous savez, tout le débat autour des voitures autonomes. On sait statistiquement que les accidents, il y a plus d'accidents humains que d'accidents par les voitures autonomes. Mais quand même, on a du mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les voitures autonomes n'arriveront sur le marché que quand elles seront parfaites. C'est-à-dire qu'elles ne feront aucune erreur. Et en fait, on accordera la confiance qu'au moment où vraiment il n'y aura aucune marge d'erreur ou presque. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on regarde la perfection à fond parce que justement, on veut compenser le fait que c'est pas humain, quoi. Il n'y aura pas de responsabilité. Et je pense que s'il y a des litiges sur les voitures autonomes, on aura besoin d'une personne humaine pour porter la responsabilité. Je veux dire, notre société est faite comme ça. Donc vous avez raison, je pense que cette part-là juridique, au moins, elle est irréductible. Bon, mais alors vous nous faites quand même un portrait, moi je trouve ça très marrant, mais vous nous expliquez que nous allons perdre la compétition face à la perfection de la machine, qui, comme vous l'avez dit, est une question qu'un Descartes s'était déjà posée, la philosophie du XVIIe, XVIIIe siècle se posait déjà la question. On va pas forcément perdre, oui, on va pas perdre la compétition, mais c'est juste que ça va réorienter l'économie, notamment sur, ça va redonner de la valeur aux emplois où l'humanité est importante. Voilà, mais on ne sait pas encore exactement ce que c'est que l'humanité au fond. Nous sommes réinterrogés par le... Si vous êtes sage-femme, infirmière libérale, je veux dire, il y a une dimension charnelle humaine qui est irréductible, enfin, clairement. Et ça va peut-être réorienter l'échelle des valeurs des métiers, quoi. En fait, ça va coûter cher une infirmière. Enfin, parce que peut-être après, voilà, ça pose la question aussi de comment est-ce que nous, humains, on va réagir, parce qu'après, là, on a l'IA conversationnelle, mais après, il va y avoir la robotique. C'est-à-dire qu'on va avoir, peut-être, un jour, la possibilité d'avoir des infirmières robots. Mais comment est-ce que nous, humanité, on va réagir à ça? Déjà plus ou moins. Il y a des chirurgiens robots, des robots chirurgiens. Voilà. Il y a beaucoup de technologie déjà. Et là, la question, elle reste ouverte. C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'humanité, on va accorder la même valeur aux tâches du robot chirurgien ou pas? Enfin, voilà. Ça, seul l'avenir le dira. Alors, qu'est-ce que vous dites aux avocats? Parce que je connais pas mal d'avocats aussi qui sont absolument effrayés en disant dans 5 ans on sera tous au chômage. Déjà que la situation de leur métier n'est pas brillante. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Est-ce qu'un avocat, vous lui dites pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'IA dans son métier? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. Pour moi, l'IA, c'est plutôt un support de productivité pour eux, comme pour beaucoup de métiers, c'est-à-dire que le mémoire et toute l'argumentation écrite peut être aidée par l'IA, et il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, c'est un outil qui fait travailler plus vite, plus efficacement, qui peut aussi nous aider à trouver des angles qu'on n'avait pas vus. Enfin, voilà. Pour moi, c'est évidemment un tremplin
un outil, voilà, un outil qui n'est pas à négliger et qui, voilà, dont on ne doit pas avoir peur. Ensuite, moi je leur dirais que, enfin, c'est la dimension humaine dont on a parlé tout à l'heure. Quand vous êtes avocat, vous avez besoin de défendre des personnes de visu devant des juges. Et quand vous parlez à des juges, je veux dire, cette dimension d'une prise de parole humaine, charnelle, tout ça, c'est irremplaçable. Alors après, il y a d'autres personnes encore plus avancées qui vont vous dire oui, mais non seulement il y a la robotique, mais il y a aussi les voix qui vont changer, qui vont être remplacées, et on pourra reproduire la voix et faire les intonations et tout le pathos dont on a besoin. Je dirais que, enfin, moi je m'en inquiéterais pas trop, mais dans le sens où de toute façon, je nous vois mal confier des dossiers, enfin, en tant que client, des dossiers qui tiennent à vraiment notre existence, parfois compliquée et tout, à des robots. Hein. On a besoin quand même de quelqu'un qui a vécu. Hein. Et vivre, c'est aussi souffrir. Et peut-être que la performance sera là, mais s'il n'y a pas un dialogue avec quelqu'un qui a une expérience vraiment, hein, une expérience au sens de qui a vécu des choses, qui a pu souffrir, qui a pu vivre des épreuves, etc. Je veux dire, la dimension empathique, elle peut être simulée, mais il n'y a rien de mieux qu'un humain pour l'avoir, quoi. Bon, après, voilà, un imparfait. Voilà, exactement. Bon, moi je suis convaincu qu'on fera l'éloge de l'imperfection. Bon, une question quand même pour vous taquiner ultime, parce que je reste pas, parce que en fait je vais vous dire, moi je fais partie de ceux qui ont eu du mal à apprendre l'anglais avec des profs qui étaient des vieilles chouettes absolument horribles. Et quand même, quand je vois les IA aujourd'hui qu'on propose, où vous avez des superbes créatures virtuelles qui vous apprennent un anglais parfait, c'est quand même très tentant. Bien sûr. Et vous prenez l'exemple, je pense, qui est un peu critique, c'est la traduction. Parce que la traduction, si vous parlez de la traduction de Dostoïevski par Markovitch, oui, on aura besoin de Markovitch, mais on aura besoin d'un traducteur littéraire qui va, vous voyez par exemple, qui va aller chercher la signification d'un mot russe dans le littré de telle période et qui va se dire que, enfin, on s'imagine que pour l'instant l'IA n'est pas, mais je suis d'accord, la traduction, l'apprentissage des langues devient critique aussi parce que on va avoir la possibilité demain d'aller dans des pays étrangers et d'avoir une traduction en direct de quelqu'un qui vous parle. Clairement, enfin, c'est demain ça. Il y a déjà des petites machines. C'est évident. Enfin, en fait, même le métier de professeur de langue va être remis en question aussi. Enfin, moi, ça me fait peur aussi. Hein, mais, et le métier de prof de philo? Peut-être. Franchement, moi, quand je vois à quel point... En fait, si on dialogue avec l'IA conversationnelle et qu'on demande, par exemple, explique-moi le concept de conatus par Spinoza comme si j'avais 15 ans, prends des exemples, dis-moi comment est-ce que c'est important aujourd'hui, ou même vous lui demandez d'expliquer un texte de Spinoza en expliquant chaque mot, quels sont les enjeux pour que ça convienne à un prof de philo. Il le fait très bien, hein. L'IA aujourd'hui est un tuteur extraordinaire, vraiment. Enfin... Est-ce que ça vous fait peur, vous, puisque vous êtes prof de philo, vous êtes agrégé de philo, non, oui. En tout cas, vous êtes susceptible d'être prof de philo. Est-ce que ça vous fait peur? Oui, moi j'ai été prof et j'ai vu des élèves, par exemple, me produire des dissertes de philo entièrement faites par IA, ça se voit, comme vous quand vous voyez les candidatures du courrier des stratèges, il y a un style particulier de cette IA conversationnelle qu'on voit tout de suite. Elle n'est pas encore invisible, on voit encore les coutures. Donc voilà, c'était pareil pour mes élèves. Moi, est-ce que j'ai peur en tant que prof de philo? En fait, encore une fois, ça revient toujours à la même question, je pense qu'elle pourra faire bien, aussi bien, voire mieux que moi, au niveau de l'explication,
elle pourra prendre des exemples que j'aurais pas trouvé, elle pourra trouver un angle pour faire comprendre quelque chose de compliqué à un élève que moi je vais pas trouver. Ensuite, si elle fait aussi bien, voire mieux que moi, je veux dire, la dimension de confiance, on aura quand même, en fait j'ai confiance dans le fait que on aura quand même envie d'avoir recours à moi pour expliquer quelque chose, mais bon, peut-être que l'éducation nationale va se vider de ses profs. Hein. On l'espère. Tous ceux qui lisent le courrier savent que nous l'espérons. Mais nous n'y arrivons pas. Oui, par exemple, juste dernière chose, quand vous êtes prof, vous avez pas que aussi, vous avez aussi affaire à des personnalités et vous devez pas seulement gérer leur progrès intellectuel, vous devez aussi gérer leur progrès émotionnel, des problèmes psychosociaux, des dépressions, bon, c'est pas forcément notre métier, mais ça fait partie d'un tout. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est pas envisageable par l'IA. Voilà. Après, que va nous dire l'avenir? Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce qu'on ne se connaît pas? Non, moi je pense pas. Je pense pas parce que, encore une fois, on est dans une société d'humains, on a quand même notre destin en main. Bon, il y a certaines personnes qui esquissent l'idée d'une IA, vous savez, l'IA, le schéma apocalyptique de l'IA qui prend le pouvoir. Qui va nous faire la guerre. Je sais plus qui raconte ça. J'y crois pas, moi, mais bon. Après, on reste quand même les capitaines du navire. Bon, merci beaucoup Emma. Merci à vous, c'était très intéressant. On peut vous retrouver sur Instagram. Oui, absolument, sur Instagram. J'ai vu que vous aviez lancé un compte Instagram. C'est quoi l'adresse du compte Instagram où on peut vous retrouver? Oui, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Phronimos et qui justement à la fois produit des contenus qui sont axés sur les humanités en général. Donc, par exemple, on a un format, c'est un livre, une idée, et que dit ce livre que dit cet auteur dans ce livre, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui. Donc on produit des contenus, mais aussi des services aux entreprises. Donc on intervient dans les entreprises en fonction des besoins, sur les questions qui les intéressent, et les enjeux notamment d'avenir, mais aussi de rhétorique. Comment est-ce que les humanités peuvent être utiles pour les enjeux rhétoriques, de convaincre, etc. Et puis toutes les questions qui peuvent les intéresser. Voilà. Donc c'est une belle aventure qui s'ouvre et on est content de la lancer. Bon, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Avec plaisir, avec grand plaisir.